Je vais donc présenter M. Pierre Vallot. Alors, M. Vallot, nous avons déjà le plaisir de vous recevoir il y a 2 ans, où vous étiez venu traiter de la Grande Guerre et de son impact sur le XXe siècle, mais je ferai quand même un bref rappel pour vous présenter. Alors, vous êtes historien, et aussi, vous êtes un historien qui édite des historiens, puisque vous êtes éditeur, anciennement chez Hachette, je crois, et actuellement directeur du club d'histoire. Votre champ de recherche est l'histoire contemporaine, et en particulier celle des guerres du XXe siècle, où il y a de la matière. Vous avez aussi enseigné les relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et dirigé son centre de recherche géostratégique. Aussi, on comprend, parmi les dizaines d'ouvrages que vous avez publiés avec vos travaux de recherche, on comprend la présence d'une série d'atlas, dont 3 sont consacrés à la Méditerranée, au Proche et au Moyen-Orient, sur les plans historiques et géostratégiques. Et par là, nous touchons à notre sujet de ce soir, la Méditerranée dans la tournante. Alors, lorsque nous avons choisi ce sujet au cours de l'été, dans nos conversations, vous m'avez dit, je vais prendre ce sujet, il est d'actualité, et je vais présenter ce thème sur la Méditerranée dans une conférence à l'école militaire de Paris au mois de septembre, dans le cadre de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Mais vous savez, au mois de novembre, je ne dirai sûrement pas la même chose devant vous, parce qu'il y aura eu des événements. Et malheureusement, nous ne doutions pas que l'actualité serait aussi cruelle et aussi proche de nous. Et j'ajouterai qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a encore un événement plus au sud, au Mali. Alors, si quelqu'un doutait de l'utilité de l'histoire pour comprendre notre présent, je pense que le sujet de ce soir lui apporterait un démenti. En effet, avec la Méditerranée, cette mer intérieure et les régions qui l'entourent et qui appartiennent à 3 continents, nous avons bien sûr le creuset historique et fondamental de plusieurs grandes civilisations, mais aujourd'hui, avec cette étendue marine et sa vingtaine d'États riverains, nous sommes face à la principale zone de tension géopolitique au plan mondial. Sur cette aire géographique d'environ 4000 km d'est en ouest, qu'on appelle euro-musulmane, les foyers de tension, les conflits armés sont nombreux, se succèdent et ceci depuis longtemps. Mais le fait est qu'à côté de ceux qui perdurent, bon, Israël, bien sûr, la question palestinienne, l'Afghanistan, le problème kurde, à côté de cela, de nouveaux sont apparus avec une acuité nouvelle et une violence accrue. La guerre en Syrie, la montée du fondamentalisme sur tous les rivages de la Méditerranée, est, sud et nord, c'est-à-dire chez nous. Et de plus, ces abcès viennent de nous toucher directement à l'intérieur de nos frontières et jusque dans nos villes. Ainsi, bien sûr, les actes terroristes impulsés par l'État islamique et la formidable crise migratoire, n'oublions pas la formidable crise migratoire générée par les guerres de la Méditerranée orientale. Alors, M. Vallot, je suis sûr qu'au-dessus de la pression quotidienne, surabondante, permanente des médias, votre exposé de ce soir va nous aider à nous retrouver dans ce tourbillon d'événements et à renforcer notre conscience de citoyens français et de citoyens de l'Europe. Merci de nous écouter. Merci. Merci pour votre présentation parce qu'elle permet de situer un peu mon propos. Parce que ces derniers jours, il n'y a pas seulement l'accablement de ce qui s'est passé qui me touche, mais l'accablement d'entendre la plupart des commentaires à la télévision qui sont faits à chaud et à jet continu par des gens qui se présentent comme des experts, des officiers plus ou moins connus. Et chaque grand événement, vous avez remarqué, ça donne naissance à tout un tas d'officines, de gens qui sont censés réfléchir. En général, c'est des titres assez grandiloquents. Ça représente 2 ou 3 personnes qui se sont autoproclamés experts. Et on leur demande en fait, à ces gens-là, de réagir à chaud et de nourrir un jet continu pour les télévisions qui elles-mêmes sont à jet continu. Ça ne donne pas beaucoup de place à la réflexion historique et ça ne donne pas beaucoup de place à ce qui est, à mon avis, absolument essentiel, à une culture réelle sur ces sujets. Donc je vais essayer, puisque initialement c'était la Méditerranée dans la tournante que nous avions
choisi comme sujet, je vais essayer de le traiter en donnant essentiellement des clés de compréhension. Alors, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de l'interprétation, bien sûr, mais c'est le cas toujours en histoire. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent purement du savoir sur un certain nombre de sujets. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que l'espace méditerranéen, M. Ledoux en a donné quelques éléments dans le présentant, l'espace méditerranéen est historiquement important depuis de nombreux siècles. C'est un espace qui n'est pas un espace fermé, comme vous le savez, et son pourtour a donné lieu très souvent à des flux de population. Ces flux de population ont donné lieu à leur tour à la mise sur pied d'un certain nombre de réalisations politiques des États et à plusieurs reprises de grands empires. Il suffit de songer à l'Empire romain, à l'Empire byzantin et évidemment à l'Empire ottoman qui est le dernier en date à avoir disparu. Cet endroit-là aussi, depuis un certain nombre de siècles, est un lieu d'affrontement, tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a création de réalités politiques sur un territoire, il y a des antagonismes culturels, des antagonismes religieux, et il y a aussi des antagonismes d'ordre géostratégique, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est donc le fait que cet univers-là soit un univers conflictuel n'est pas quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qui est nouveau? D'abord, c'est peut-être pas ça la véritable question à se poser, c'est d'essayer de voir comment on peut caractériser cet espace. Alors vous savez que les géographes ont un vocabulaire bien à eux, et heureusement, parce que c'est un vocabulaire qui permet de ne pas parler n'importe comment, de n'importe quoi. Ce qui est important dans la Méditerranée, c'est évidemment l'espace maritime lui-même, qui est considérable, qui a été très longtemps le centre du monde, et qui a été à la fois un lieu d'échange, un lieu de passage et un lieu de confrontation. Il a été parfois en même temps, ces trois choses-là, et de temps en temps, il a été seulement un lieu d'échange, c'est quand il y a eu de grands empires, mais également il a été un lieu de confrontation, voire de blocage. Pour mémoire, si on a procédé aux grandes découvertes, comme vous le savez, et qu'on a découvert l'Amérique, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les échanges qui se faisaient avec l'Extrême-Orient, singulièrement avec la Chine, ne pouvaient plus se faire parce que l'Empire ottoman bloquait la Méditerranée, que donc les routes traditionnelles qui partaient de la Méditerranée occidentale vers la Méditerranée orientale, puis ensuite par la voie terrestre jusqu'en Chine, par exemple, cette voie-là a été bloquée, et donc il a bien fallu que les commerçants se posent la question de savoir comment ils allaient continuer à faire leur travail, et donc ça, ce n'est pas le seul facteur, évidemment, mais l'histoire, il n'y a jamais d'explication univoque, ça a permis aux grandes découvertes d'avoir un sens, en particulier d'aller chercher une nouvelle route des Indes. Donc cette Méditerranée, elle est très importante, comme vous le voyez, quand il y a des blocages. Elle est très importante également, je vais vous donner un exemple, parce que quand c'est dégagé, c'est une véritable voie de passage. Pour quelle raison? Par exemple, si on prend l'exemple du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, vous savez que à partir du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, et commence ce qui n'est pas tout à fait sa révolution industrielle, la Grande-Bretagne va devenir un État de plus en plus puissant, et au XIXe, elle est la grande puissance mondiale. Or, sur quoi repose cette puissance mondiale? Sur son empire, l'empire des Indes, et sur, je faisais allusion aux différentes routes des Indes et de la Chine, et bien sur la route des Indes, c'est-à-dire les routes qui mènent de la Grande-Bretagne jusqu'en Inde. Or, les Britanniques vont construire une partie de leur empire colonial et articuler leur action impérialiste en passant, entre autres, par la Méditerranée. Il n'y a pas 36 routes des Indes, il y en a grosso modo 2,
une qui passe par la Méditerranée, je vais y revenir, une autre qui contourne le continent africain. Et quand on regarde la carte des possessions britanniques en Afrique, on comprend très bien quelle était la logique du colonialisme britannique. C'est autant de points de relâche pour les bateaux anglais qui avaient besoin d'aller jusque en Inde. Si on se penche sur la Méditerranée elle-même, et sans souci de chronologie, parce que sinon on ne verrait pas véritablement l'itinéraire, et donc sans souci de chronologie, on se rend compte que les Britanniques vont s'assurer la possession sur un siècle et demi de Gibraltar, de Malte, de Chypre, de l'isthme qui va ensuite donner les lieux de naissance du canal de Suez, et ensuite, après la Première Guerre mondiale, ils vont s'arranger pour avoir des mandats qui vont leur permettre, en Palestine, en Irak, puis ensuite d'atteindre l'Iran, et à partir de cela, ce sera la grande politique britannique. Et à chaque fois que les Britanniques ont eu le sentiment que cette route des Indes était menacée, ils ont fait la guerre. Alors c'était pas quelque chose de théorique. Au XIXe siècle, il a failli y avoir une guerre avec les Russes, parce que les Russes essayaient de descendre déjà vers l'Afghanistan, parce qu'ils avaient besoin de rejoindre les mers chaudes. Et puis il y a eu une guerre réelle, la guerre de Crimée, au milieu du XIXe siècle, qui avait pour fonction théorique de protéger les minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Pour les Russes, c'était les Grecs orthodoxes. Les Français de Napoléon III allaient au secours des Terres Saintes, et en particulier avant les Terres Saintes, le Liban, etc. Ça a donné une guerre qui a été une guerre intra-européenne entre les Britanniques d'un côté et les Français, et de l'autre les Russes. C'est dire que c'est un endroit qui, d'un point de vue stratégique, est absolument fondamental. Depuis, et on pourrait prendre comme ça un certain nombre d'autres exemples, évidemment. Mais on peut dire que cet intérêt géostratégique n'a jamais été relâché. Ainsi, aujourd'hui, si on ne parle que de l'espace maritime, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets aussi de préoccupation. Le fait d'abord que la Méditerranée demeure l'un des deux grands axes du commerce international. Vous savez que le commerce international se fait d'abord par la voie des mers, et le passage par le canal de Suez et la ressortie par Gibraltar permet à la Méditerranée d'être un axe absolument majeur. Ce qui explique, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure, ce qui explique entre autres que le grand souci des différentes puissances, pendant toute cette période-là, a été que le canal de Suez reste libre. Alors ça a été le cas dans les années 60, mais c'est le cas aujourd'hui, et on voit bien quel a été le souci des puissances, et en particulier des États-Unis, lorsqu'il y a eu la révolution, ou en tout cas la révolte de la place Tahrir, c'était que le canal de Suez reste ouvert, et que les successeurs du président déchu reconnaissent que les traités qui avaient déjà été signés perdurent. En réalité, dans le domaine qui nous intéresse, et dans ce qui se passe tout à fait aujourd'hui, on a eu d'abord le sentiment qu'il y avait une révolution démocratique. Ensuite, cette révolution démocratique a tourné à un fiasco, d'une certaine manière, puisque ce sont des intégristes musulmans qui sont des gamins en culotte courte à côté de ceux qui se sont illustrés il y a quelques jours à Paris. C'était une tactique de la part des militaires égyptiens qui leur ont permis de sortir tous du bois pour mieux les attraper après et les condamner à mort par centaines. Ces condamnations à mort ne sont pas exécutées, mais elles sont exécutées. Et le souci des grandes puissances, c'était qu'il y ait des gens sur lesquels on pouvait compter réellement pour que cette voie maritime continue à fonctionner.
Alors, cette voie maritime, quand je dis qu'elle est importante, elle est importante quantitativement, elle est importante stratégiquement. Parce qu'elle commence où? Elle commence, alors c'est intéressant parce que M. Ledoux rappelait que la Méditerranée aujourd'hui était un des lieux de tension majeurs dans le monde. Elle commence dans un endroit où il y a un lieu de tension majeur aussi, et qui risque de devenir de plus en plus majeur, si j'ose dire, c'est-à-dire la mer de Chine. Ça part de la mer de Chine, ça redescend dans l'océan Indien, après être passé par le détroit de Malacca. Les Indiens renforcent leur marine, etc., et leur vigilance. Ça passe à la hauteur du détroit d'Ormuz, où cette route est rejointe par celle des tankers qui sortent du golfe arabo-persique, et ça redescend ensuite vers la mer Rouge, vers le canal de Suez. Or, qu'est-ce qui se passe sur cette partie-là? Et c'est très très important. Il y a qui vont jouer sur ce qu'on appelle le collier de perles, hein, c'est tous les endroits pour relâcher. Il y a une vigilance particulière parce que quand on regarde la carte, alors je ne sais pas, j'avais prévu des cartes. Pardon. On va regarder la carte plutôt de celle de Méditerranée orientale. En fait, il y a toute la Méditerranée, mais je ne sais plus si. Oui, la merci. Alors, je ne sais pas si là, vous la voyez bien, oui. J'espère que vous la voyez. Vous la voyez suffisamment bien. Alors, pas ce qui est écrit dessus, mais il faudrait peut-être la contraster un peu plus. C'est possible ou pas? Non? Parce qu'elle a été faite spécialement pour cette conférence. Donc il était prévu qu'elle serait projetée. Mais... Oui, c'est peut-être ça, oui. Peut-être, oui. Oui, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc vous voyez, ce que j'ai expliqué, c'était la route des Indes. Vous voyez mon petit laser, là, on passe ici. On récupère Malte, Chypre, et puis après on va soit par la mer Rouge, soit on continue par l'Iran, etc. Et là, lorsqu'on regarde effectivement ce passage qui va aboutir à la mer Rouge, on se rend compte qu'il y a quoi comme pays riverain? Nous avons le Pakistan, dont on ne peut pas dire que ce soit un havre de paix. Au-dessus, l'Afghanistan. Ensuite, vous avez l'Iran. Bon, le Oman, c'est pas très, très intéressant, mais toute la partie autour des Émirats, c'est évidemment une zone de tension, avec au bout l'Irak. Vous avez l'Arabie Saoudite, qui est une des plus grandes démocraties du monde, comme vous savez. Il y a le Yémen, qui est en ce moment à feu à sang. L'Érythrée, d'où proviennent un certain nombre de gens qui sont réfugiés dans notre pays, qui est une dictature absolument épouvantable. Et ensuite, ça passe ici par une Égypte qui est devenue dans une dictature certainement profitable à nos démocraties, mais une dictature tout de même. Israël qui n'est pas non plus un havre de paix, et la bande de Gaza. Et vous voyez que l'on ressort vers cette partie pour ressortir du côté de Gibraltar. C'est dire que, évidemment, d'un point de vue géostratégique, quand on parle de la Méditerranée, on ne peut pas se contenter uniquement de parler du bassin méditerranéen au sens strict du terme, c'est-à-dire l'eau et les rivages. Alors je faisais allusion tout à l'heure au fait que les géographes travaillaient avec un certain nombre de concepts, heureusement pour eux. Il y en a un qui est fondamental, c'est celui de l'Interland, c'est-à-dire l'arrière-pays. Et là, vous voyez bien, après ce que je viens de dire, que réfléchir aux arrière-pays, c'est quelque chose de très très important. Alors, si on regarde cette carte de la Méditerranée qu'on fait j'ose pas dire pour quelque chose de maritime, un pourtour cavalier, mais nautique, disons, il y a la partie nord qui est celle de l'Union européenne, avec un petit problème qui est qu'il y a une véritable zone délicate, c'est celle du Kosovo, qui reste aujourd'hui un vrai problème. Donc on a un ensemble dont on peut constater aujourd'hui qu'il existe, l'Union européenne, mais que cette Europe manque à la fois d'unité,
de cohésion, et pour tous ceux qui veulent moins d'Europe, moi je pense qu'au contraire, on a besoin de plus d'Europe. Mais enfin, c'est une considération que je partage avec moi-même. Mais je ne suis pas le seul. Ensuite, il y a le deuxième espace, c'est celui de la mer Noire. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que ça nous permet d'expliquer en partie la politique de la Russie aujourd'hui. Et ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui s'est passé également en Crimée. Donc, vous voyez la mer Noire, vous voyez la Crimée, et vous voyez donc l'Ukraine avec cette partie qui jouxte la Russie et qui est aujourd'hui une zone de tension et même une zone de guerre. Alors que s'est-il passé, que se passe-t-il encore aujourd'hui? La mer Noire, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, est, à propos de la descente vers les mers chaudes, c'est une politique, c'est pour ça qu'il faut toujours être sur la longue durée, c'est la politique de la Russie depuis Catherine II. Donc c'est pas quelque chose de neuf, c'est pas Poutine qui l'a inventé. Et c'est dû tout simplement, c'est ça la géostratégie, c'est dû tout simplement aux conditions naturelles de la Russie. Or, les Russes de Poutine, donc, ont provoqué, c'est une réalité, une guerre, et ont récupéré la Crimée. Alors ils ont récupéré la Crimée, qui n'est pas une terre russe, historiquement. C'est une terre, si on devait chercher quels sont les premiers, ce sont les Tatars. Bon, il se trouve qu'il n'y avait plus beaucoup de Tatars, parce que Staline, dans sa politique traditionnelle de résolution des conflits, il a déporté tous les Tatars, et donc ils sont beaucoup moins implantés, beaucoup moins nombreux que par le passé. Mais surtout, la Crimée, c'est la base de ce qu'on appelle l'escadra, en russe, de l'escadre de la mer Noire, qui est un des éléments essentiels de la politique de défense de la Russie. Cette escadre, en ce moment, c'est celle qui se trouve au large de la Syrie, et c'est celle qui a bombardé hier, ou avant-hier, pardon, j'ai perdu un peu la notion du temps, qui a bombardé la Syrie, avec des objectifs proches de ceux de notre armée. Et cette Crimée est le lieu de relâche, le port d'attache de cette flotte. Or, il s'est avéré que l'Ukraine, dans son flirt avec l'Union européenne, mais qui était surtout un flirt avec l'OTAN, a voulu un rapprochement. Or, il était parfaitement clair, pour tout observateur un tout petit peu attentif, qu'à aucun moment, et quel que soit le pouvoir à Moscou, il pourrait tolérer que l'OTAN soit à quelques encablures, c'est le cas de le dire, de la base de sa flotte en mer Noire. Donc c'était quasiment écrit à partir du moment où un certain nombre d'apprentis sorciers ont considéré que l'OTAN pouvait s'implanter en Crimée. C'était clair qu'il y aurait cette riposte. Alors cette riposte, elle n'est pas tolérable du point de vue du droit international, mais lorsqu'on réfléchit aux rapports de force internationaux, avant de penser à sa propre position, il faut essayer de penser à la position de l'adversaire éventuel, et en tout cas du partenaire. De se dire, est-ce que moi je tolérerais qu'on me fasse quelque chose d'équivalent? Comme la réponse est non, ben, il faut savoir qu'à moins que l'autre soit complètement fou, la réponse sera non aussi. Et donc on se retrouve dans une situation où on a finalement conduit Poutine, qui en plus de ça est à la tête d'un énorme pays, mais qui est un pays pauvre, on l'a amené à faire cette démonstration de force, mais cette démonstration de force, si elle n'est pas justifiée sur le plan du droit international, parce que si chacun peut récupérer un morceau de territoire à côté parce que ça l'arrange, alors là, on va être dans un conflit généralisé, mais en réalité, on pouvait se douter, dans le rapport de force diplomatique, que ça aboutirait à ça. Donc, alors pourquoi une escadre en mer Noire? Je vous l'ai dit, les mers chaudes, mais surtout, pour une grande puissance, être en Méditerranée pour les raisons que je viens de vous indiquer, ce flux permanent, etc., la volonté, la possibilité ensuite de passer dans le canal de Suez pour se retrouver de l'autre côté de l'Afrique,
C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, on voit bien aujourd'hui l'utilisation qui est faite de cette escale, puisque la Syrie est encadrée par... Alors, moi, je vois très mal ma propre carte, pardon. La Syrie est encadrée par, par la mer Caspienne d'un côté, par la mer Noire de l'autre, et parmi les bombardements, alors on pense, quand on parle bombardement, on voit des avions. Les deux principaux bombardements qui ont eu lieu sur la Syrie, l'une a été faite par la flotte de la Caspienne, hein, qui utilise des missiles, et l'autre a été faite par la flotte qui se trouve en ce moment en Méditerranée, au large du port de Tartous. C'est pour cette raison-là que les Russes, aujourd'hui, sont très attachés à leur présence en Syrie. Alors, ils n'ont pas l'amour immodéré pour Bachar el-Assad. Je ne dis pas non plus qu'ils ne l'aiment pas. Mais c'est ce qu'on appelle de la réelle politique. C'est le jour où ils auront besoin de lâcher Bachar el-Assad, ils le lâcheront, c'est clair. Tout simplement parce que ça ne leur servira plus à rien. Aujourd'hui, en revanche, ils en ont besoin et ils sont extrêmement vaillants contre un certain nombre de gens en Syrie. D'un côté, l'opposition démocratique, parce qu'ils sont, par définition, contre toute opposition démocratique, et par ailleurs, contre les islamistes de tout genre, y compris, alors depuis quelques heures, si j'ose dire, ou quelques 3 jours, contre l'État, le prétendu État islamique, et ils interviennent pour une raison qui est très importante pour eux. Parce qu'en général, on ne raconte pas ça. Si on se penche sur les chiffres, on constate que en pourcentage de djihadistes venus de l'extérieur, c'est en pourcentage de la population, c'est la Belgique qui envoie le plus de gens. Enfin, on ne voit rien, la pauvre Belgique. C'est les gens qui partent de Belgique. Pour ce qui est de la France, c'est moins en pourcentage, évidemment, que la Belgique, mais en chiffres absolus, les plus nombreux sont des Russes, enfin, qui ont un passeport russe et qui viennent des différentes minorités. Alors les Russes, hier ou hier, je vous ai dit que j'avais perdu la notion du temps, là, ce qui est mauvais pour un historien, quoi. On s'est exclamé en disant « mais c'est incroyable, une femme kamikaze, etc. » Rappelez-vous les femmes tchétchènes dans ce théâtre. Donc ce genre de choses, ils connaissent, ils ont déjà payé très très cher, et il est clair que c'est aussi leur combat. Donc d'une certaine manière, pour ceux qui se posent la question de savoir ce que les Russes font là, eh bien voilà un certain nombre d'éléments de réponse. Et ces éléments de réponse-là, comme je vous le dis, ils sont fondés sur une politique qui est une politique tout à fait traditionnelle, de présence de la Russie en Méditerranée, qui remonte donc à Catherine. Le tour que je continue, on va, si vous voulez bien, faire un sort d'abord, avant d'aller à l'endroit qui est le plus chaud et qui est aujourd'hui évidemment celui qui nous intéresse en premier lieu. On va regarder la partie de l'Afrique du Nord. J'ai dit 2 mots de l'Égypte, je peux en dire un petit peu plus, mais il y a l'Afrique, le Maghreb, et puis au-dessous, il y a la partie subsahélienne. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, et en ce moment même, encore que je viens de recevoir un message disant que l'attaque à Bamako est terminée. On ne sait pas combien il y a eu de victimes, mais probablement qu'il y en a eu un certain nombre. Donc, on peut voir que avec la présence de notre armée au Mali, on a quand même limité les dégâts parce que ça aurait fait une sorte de base arrière pour toute cette partie de la région qui a été déstabilisée par 2 choses importantes.
La première, c'est l'Algérie. Vous vous souvenez qu'il y a eu une guerre civile en Algérie pendant presque 20 ans, et que, en tout cas 10 ans pour le nœud le plus actif, et que les différents protagonistes ne se sont pas mis d'accord. Il y a eu une sorte de paix des braves, comme on pourrait dire, à propos de l'Algérie, mais la plupart des djihadistes et des intégristes algériens se sont réfugiés dans le sud, et avec des frontières qui sont extrêmement poreuses, avec le Niger, le Mali, etc. Au moment où la Libye a été attaquée par, entre autres, une coalition pour mettre hors d'état de nuire le bouillant colonel Kadhafi, on a pu constater, un certain nombre d'observateurs trouvaient que, au fond, les Algériens étaient bien mous par rapport à ce changement. En réalité, la diplomatie algérienne, qui connaît la région et qui connaît le risque terroriste, disait pour le moment, Kadhafi maîtrise plus ou moins les djihadistes en question. Si l'État s'effondre, il va revenir à ce qu'il était avant, c'est-à-dire une division en 3 parties due aux différentes tribus, et ça va devenir un repère de terroristes fondamentalistes. C'est ce qui est arrivé. Pratiquement, ça a été concomitant avec la chute de Kadhafi, et d'ailleurs, un certain nombre de ses partisans se sont eux-mêmes transformés en terroristes internationaux, et ils ont donc envahi une partie de cette région, Niger, Mali, Mauritanie. Alors envahi pas au sens où ils ont occupé le terrain, mais ils se sont infiltrés, et une partie du sud de l'Algérie, et vous vous souvenez de la prise d'otages qui a eu lieu il y a maintenant 1 an et demi, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et donc, on est là, dans un endroit où il y a une abondance considérable d'armes, un certain nombre de combattants, des zones grises très très peu maîtrisées par les pouvoirs locaux, et un risque réel que les choses s'enveniment encore. D'autant plus que un certain nombre de ces groupes, qui sont essentiellement des groupes, ils sont terroristes bien sûr, ils sont prétendument djihadistes, etc., mais en réalité ils font du trafic d'armes, du trafic de stupéfiants, du trafic de femmes, enfin tous les trafics possibles et imaginables dans des endroits où il n'y a pas d'autorité et où il n'y a pas d'État. Et donc ces personnages-là, qui sont surarmés, aujourd'hui, probablement que ce sont eux qui se sont manifestés dans la capitale malienne. Je reviens maintenant sur cette partie de la Méditerranée. Pendant des années, en faisant des conférences, et moi-même ayant vécu longtemps à Beyrouth, où j'étais, donc, comme ça a été rappelé, où j'ai enseigné les relations internationales, mais surtout, je dirigeais le centre d'études stratégiques. Tous les matins, en me levant, je lisais les dernières nouvelles sur ce qui se passait en Israël, avec les Palestiniens, etc. Et à un moment donné, j'aurais pu vous réciter la totalité de ce qui s'était passé depuis des années, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en réalité, la situation-là était totalement figée, que en réalité, il se passe toujours quelque chose, mais il ne se passe jamais rien. Hein. Alors, il se passe aujourd'hui des choses qui sont plus graves qu'on ne le dit habituellement, c'est la politique de colonisation d'Israël. La politique de colonisation d'Israël a pour fonction de rendre impossible la création territoriale d'un État palestinien. C'est-à-dire, ça rend impossible la paix. Mais ça a cette fonction réelle. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde le détail du mitage fait par les colonies israéliennes sur les territoires palestiniens, on se rend compte que c'est très très bien dessiné pour qu'il ne puisse pas y avoir de continuité territoriale dans un éventuel État palestinien à venir. Évidemment, ce n'est pas un hasard, les Israéliens savent ce qu'ils font, ce sont des gens qui savent faire de la politique internationale, et ils savent développer les projets qu'ils ont de manière tout à fait talentueuse. Donc,
il y a eu donc ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, il y a ce qui se passe régulièrement, et au fond, il est apparu assez rapidement qu'il était difficile de faire bouger la situation. Le nombre d'initiatives des uns et des autres pour aboutir à une paix en Israël, on ne les compte plus. Et aujourd'hui encore, on voit bien que, comme disait le général de Gaulle, quand on parle de ça, ce sont des paroles verbales. Et oui, c'est une belle expression. Donc, jusqu'à maintenant, on pensait que la sécurité et la paix en Israël, en Israël, commandaient la sécurité et la paix en Méditerranée. L'expérience de tous les accords entre les pays du Nord, ou dits du Nord, c'est-à-dire l'Union européenne, et un certain nombre d'États de la Méditerranée, dans le cadre de ce qu'on appelait le processus de Barcelone, puis ensuite le 5+5, puis ensuite l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, qui a été un échec, était bloquée parce qu'à un moment, à chaque fois, il y avait une réunion, et puis, ah oui, mais il y a les Israéliens. Ah oui, moi je ne parle pas aux Israéliens. Ou alors les Israéliens disaient, ah ben moi je ne parle pas à Kadhafi. Donc du coup, il ne se passait rien, c'était des gens qui de toute façon ne pouvaient rien faire les uns avec les autres de manière globale. Et ils ne pouvaient pas le faire de manière globale, et donc on a essayé d'inventer, c'était le fameux 5+5, on isole un certain nombre de pays qui peuvent travailler de manière bilatérale, trilatérale, quadrilatérale, et au moins on avance sur un certain nombre de projets, parce que la Méditerranée est un tout, et que par exemple, si on prend tout simplement la question de l'eau en Méditerranée, pas l'eau salée, l'eau qui ne l'est pas justement, si on réfléchit à la pollution en Méditerranée, il est évident que Monaco peut racler les quelques mille marins, pardon, pas miles, les quelques 1000 marins qui sont son territoire, ça ne sert strictement à rien si les autres polluent tout autour. Donc, il y a des sujets qui impliquent nécessairement la totalité du bassin méditerranéen. Et en réalité, on n'est pas arrivé à régler le moindre de ces problèmes pour les raisons que je viens de vous indiquer. Donc, mais on pensait que ça se débloquerait le jour où, hypothétiquement, le conflit israélo-palestinien serait terminé. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas terminé, mais personne ne pensait qu'il allait se passer des choses encore plus importantes que ce qui s'était passé jusqu'alors en Méditerranée. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais grosso modo, l'intervention américaine en Irak a déstabilisé toute la région. Alors, elle n'a pas déstabilisé toute la région parce que le dictateur est parti, ça c'est plutôt heureux que le dictateur soit parti, mais parce que les Américains ont fait une erreur que je souligne, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Ils ont détruit ce sur quoi ils auraient pu en réalité se fonder, qui était l'armée irakienne. Cette armée irakienne, elle était laïque. Elle avait un encadrement très performant. Les officiers irakiens ont été formés en France, en Grande-Bretagne, donc dans des conditions de professionnalisme de très haut niveau. Et ces gens-là vont se retrouver dans la nature, humiliés, et ils vont créer Daesh. Donc, quand on se pose la question de savoir pourquoi Daesh a une telle performance militaire, ben oui, ben ce sont des gens qui savent se battre, qui savent organiser. Alors, c'est un État, hein, il a une base territoriale, il a un gouvernement, il a une monnaie, il a des revenus absolument considérables avec le pétrole, avec les trafics humains, avec les trafics d'armes, les trafics de drogue, etc. Alors c'est un État voyou, mais c'est un État, et on est obligé de se colter ce genre d'État absolument réel. Et donc, l'Irak est la partie de la construction de la région qui va faire s'effondrer tout. Alors, pendant un certain nombre d'années, on a cru que l'effondrement
viendraient du Liban. Ayant vécu une partie de la guerre du Liban, celle qui commence en 1975, en effet, il y avait toute raison de penser que c'était là que ça allait s'effondrer. Pourquoi? Parce que le Liban, c'est 17 religions reconnues, un système qui est fondé sur la reconnaissance religieuse. Autrement dit, si vous êtes d'une religion, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un d'une religion d'une autre, sauf en vous convertissant. Il faut que vous choisissiez le système d'héritage. Si vous voulez vous marier tout simplement de manière civile, à l'époque, vous alliez, et c'est toujours le cas, vous allez à Chypre, parce que vous ne pouvez pas vous marier si ce n'est pas un mariage religieux. Donc, c'est l'antithèse de la laïcité, et on voit ce que ça donne. Donc, quand on se pose la question de savoir comment fonctionnent des communautés, alors il y avait toute une mythologie, le Liban c'est génial, c'est bien, etc., la terre de lait, de la Suisse du Moyen-Orient, du pipeau. Hein, moi, pour y avoir vécu, je peux vous dire que ce n'était pas la Suisse du Moyen-Orient, sauf pour les banques et le secret bancaire, et pour les détournements d'argent. Et pour la coexistence entre les communautés, il y avait, ce qui est toujours le cas en partie, il y avait dans la tête de ce pays un certain nombre de gens qui sont des féodaux et qui se passent le pouvoir de père en fils et qui, évidemment, n'ont pas... Très bien. Très bonne initiative, merci. J'aurais pu la voir, mais je pense que c'est vrai. Donc, le Liban, mais le Liban, donc, concentrait la totalité des choses. Je dis la multiplicité des religions, avec des minorités, une évolution démographique défavorable à certaines religions qui initialement étaient majoritaires. Je pense par exemple aux chrétiens maronites. Ensuite, le déséquilibre entraîné pendant des années par la présence des Palestiniens en exil, mais qui étaient non seulement en exil, mais ils étaient en armes, l'OLP, qui a été chassé par les Israéliens et évacué sur la Tunisie par la France, d'ailleurs. Et à ces difficultés vient se rajouter l'existence d'une grande communauté chiite. Cette communauté chiite se trouve dans le sud du pays, en partie dans le sud du pays, une partie dans le centre, dans la plaine de la Bekaa, et cette partie chiite va être mobilisée pour son plus grand nombre par l'Iran, qui lui est chiite aussi, et qui, depuis l'arrivée des ayatollahs au pouvoir, a un souci qui est de préserver la minorité chiite dans la région de la majorité écrasante qui est la majorité sunnite. Et il y a ce qu'on appelle le croissant chiite qui se constitue, qui part de l'Iran, qui ensuite descend vers le sud de l'Irak. Alors, attendez que je vois. Iran, sud de l'Irak, où il y a des chiites, et qui va vers le sud du Liban et la Syrie, puisque, comme vous le savez, Bachar al-Assad fait partie d'une minorité qui s'appelle les Alaouites, et que c'est une secte chiite. Donc le Liban, avec son Hezbollah, va se retrouver à avoir quasiment la totalité des contradictions de la région sur, ça vous sera familier, sur un espace géographique qui est grand comme la Gironde. Donc vous imaginez facilement, puisque vous-même vous êtes en Gironde, ce que ça représenterait d'avoir toutes ces contradictions dans un espace aussi restreint, avec des nécessités qui sont les nécessités d'un État. Alors d'un État qui est un État au sens international du terme, mais je faisais allusion aux gens qui étaient à sa tête, en réalité un État en très grande partie crapuleux, où tout est possible. Beyrouth aujourd'hui, en dépit de tout ce qui peut se passer dans la région, voit des immeubles entiers se construire comme des champignons. En fait, tout ça, c'est du blanchiment d'argent sale à gogo, et ça continue quotidiennement. Donc, on a cet endroit-là qui nous a déjà donné un exemple de ce que pouvait être
la contradiction de tous ces facteurs dans ce petit espace. En réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la même contradiction, mais dans la partie Syrie-Irak, mais il ne faut pas croire que le Koweït, le Bahreïn ou l'Arabie Saoudite sont totalement à l'abri de ces contradictions. D'autant plus que, et d'ailleurs, dans son avancée, l'État islamique a symboliquement, alors je dis bien symboliquement, renversé la frontière entre la Syrie et l'Irak. Cette frontière a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les traités. Ce sont les Français et les Anglais, mais c'est surtout les Anglais, qui ont dessiné la carte de la région et ils l'ont dessinée évidemment à leur profit. En particulier en préservant ici les puits de pétrole de Mossoul, de Kirkouk, qui sont l'enjeu essentiel de l'Irak contre l'État islamique. Alors, on voit bien que cette situation-là est extrêmement grave. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et pour m'arrêter 2 secondes sur l'État islamique, pour ensuite parler de quelques autres sujets. Ce prétendu État islamique est de plus en plus en effet un État. Si un État c'est un territoire, c'est une monnaie, c'est une banque, c'est une administration. Nos propres renseignements, les renseignements français, qui sont sur place, pour savoir que ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment ça fonctionne dans la coercition, mais du point de vue de l'ordre public, du point de vue du ravitaillement des villes, des villages, etc., ça fonctionne. Et du coup, la population en question, qui n'adhère pas nécessairement, accepte cette domination parce que, alors évidemment, à condition d'être sunnite. Et pourquoi ça fonctionne? Je le disais tout à l'heure, parce que Daesh, c'est un certain nombre d'illuminés du type de celui qui apparaît en avant, qui est dénommé al-Baghdadi, qui fait des prêches enflammées, etc. Mais lorsqu'on regarde, ça a été publié, hein, c'est eux-mêmes qui le publient, quand on regarde comment est constitué le gouvernement, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le gouvernement de l'État islamique, on voit que la quasi-totalité des cadres sont d'anciens de l'armée de Saddam Hussein. Alors pourquoi ces gens-là se retrouvent là? Je disais tout à l'heure, ils sont humiliés, et surtout, ils sont sunnites, l'armée de Saddam Hussein était majoritairement sunnite, ils oppressaient les chiites du sud du pays, et tout à coup, avec la disparition de Saddam Hussein et l'arrivée des Américains, les chiites prennent le pouvoir, ils sont totalement marginalisés, et donc ils sont en train de prendre leur revanche. Alors, la quasi-totalité de ces gens-là, qui étaient laïcs, n'ont strictement rien à faire de la religion. C'est un instrument parmi d'autres. C'est-à-dire que eux, ils sont en train de constituer une entité, qu'on va appeler État, par communauté, une entité qui est d'abord une entité prédatrice. Ce sont des milliards qui sont à la disposition de ces gens-là, qui s'enrichissent et qui vivent sur le terrain au détriment des populations et évidemment qui bénéficient de complicité active ou au moins complaisante, par exemple par la vente du pétrole. Il faut bien que c'est pas quelques jerrycans de pétrole, hein. C'est l'équivalent, je ne sais plus. Le Monde a sorti hier un article, si vous avez le temps de jeter un coup d'œil dessus, absolument excellent sur les ressources de l'État islamique. C'est absolument extraordinaire. Je ne vais pas garder les chiffres en tête, mais enfin ils sont considérables. Ce sont effectivement les revenus d'un État, alors qui en plus ça serait un État esclavagiste, etc. Donc il fait feu de tout bois, si j'ose dire. Et à côté de ça, par exemple, Al-Qaïda a toujours fait figure de rien du tout. Hein, c'est vraiment un État qui a beaucoup d'argent. Du coup, en effet, aujourd'hui, non seulement il faut détruire un maximum de centres de commandement, etc.,
mais également il faut tarir la possibilité qu'a cet État de s'enrichir, en particulier en bombardant les puits de pétrole, etc. Ça pose un vrai problème, parce que bombarder un puits de pétrole, ça veut dire que ça obère l'avenir pendant des années. Donc on a toujours pensé, vous savez, c'est ce qu'ont fait les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont gardés de détruire un certain nombre de sites industriels en Allemagne lorsqu'ils bombardaient, en se disant, quand on va arriver là, il va falloir que le pays puisse redémarrer, parce qu'en face, il y aura les soviétiques, et il faut qu'on ait un État tampon qui puisse fonctionner. Et là, alors c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais en réalité, c'est aussi cette question-là. Aujourd'hui, je pense que compte tenu des dimensions, j'allais dire symboliques, oui, parce que par rapport aux morts quotidiens en Syrie, ce qui nous est arrivé, qui est affreux, est très peu de choses, malheureusement. Hein, juste 2 chiffres. Alors, c'est grosso modo, le conflit en Syrie, c'est 250 000 morts. On oublie toujours de rajouter à ces 250 000 morts les 200 000 personnes internées dans les prisons officielles ou clandestines du régime de Bachar el-Assad. Ça veut dire 450 000 personnes qui ont pâti directement, plus des millions qui sont partis. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puis, on oublie toujours de dire, parce que les discussions qui ont lieu en ce moment, il y a tout un tas de gens qui ont des solutions immédiates à tous ces sujets-là, puisqu'ils y ont réfléchi depuis 5 minutes. La question, c'est que Bachar el-Assad, volontairement, pendant qu'il embastillait des dizaines de milliers d'opposants, il lâchait les intégristes qui étaient dans ces prisons. Et voilà Daesh qui se constitue peu à peu. On a d'un côté les officiers de l'armée irakienne de Saddam Hussein, on a la piétaille qui sont ces illuminés qui viennent d'être relâchés, qui viennent évidemment veulent en découdre, et vont en découdre avec tout ce qu'il y a autour. Et enfin, on a les sympathiques jeunes gens qui on a vu à l'œuvre ces derniers jours, et qui heureusement ont été anéantis assez rapidement. C'est dire que aujourd'hui, on est face en effet à un défi qui est considérable. Il est considérable parce qu'il n'est pas l'effet de quelque chose d'extrêmement bref et d'extrêmement récent. On voit bien quels sont les facteurs. Il y a un facteur de base, c'est la rivalité entre les sunnites et les chiites. Ça, c'est l'histoire de la région. Et c'est pas prêt de s'éteindre. Tant qu'il y aura des sunnites et des chiites qui se considéreront d'abord comme sunnites et d'abord comme chiites, eh bien, il y aura un conflit. Là-dessus est venu l'impéritie de la politique américaine qui a donné le résultat qu'il y a eu en Irak. Et sur ce, lorsqu'il aurait fallu traiter de manière rapide la question de Bachar el-Assad, la France y était prête, les Américains, au dernier moment, n'y sont pas allés. Du coup, aujourd'hui, on est obligé d'y aller, mais dans des conditions qui sont 100 fois plus défavorables, évidemment. Alors, c'est facile à dire a posteriori, mais il se trouve que j'assume ce que j'ai dit et écrit à cette époque-là, et grosso modo, je disais déjà, pour ma part, mais je n'étais pas le seul, hein, je disais déjà que si on ne réglait pas le problème immédiatement, on aurait réglé un problème 100 fois supérieur dans les années qui suivraient. Parce que la dictature de Bachar el-Assad, elle a un sens. Qu'est-ce que c'est que la Syrie? La Syrie, c'est un vieux pays, mais pas sous cette forme-là. C'est un pays qu'on a constitué et dans lequel il y a beaucoup de minorités. Il y a une minorité chrétienne, par exemple, qui est très importante. Or, dans cette région, le problème, c'est celui des minorités. D'ailleurs, qu'est-ce qui a articulé l'histoire de cette région depuis la fin de la Première Guerre mondiale? C'est l'antagonisme entre 2 grands mouvements politiques. Le premier mouvement politique, c'est le panislamisme,
C'est-à-dire, nous allons faire l'unité, ce qu'ils appellent aujourd'hui le califat, autour de l'islam. Face à ça, un certain nombre de gens ont dit, non, ça va être le panarabisme. Et qui étaient ces gens qui disaient ça, qui ont créé les partis basses, le parti basse irakien, le parti basse syrien, etc. C'était des chrétiens. Le créateur du parti basse, c'est un personnage qui s'appelle Michel Aflaq, comme son prénom l'indique. Michel, c'est pas un prénom musulman. Il le voulait parce qu'il disait que la seule possibilité de l'unité de cette région, c'était par l'arabité et non pas par la religion. Parce que si on passait par la religion, on aboutissait à une guerre généralisée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et en effet, avec la disparition d'un dictateur comme Saddam Hussein, qui était du parti basse, c'est ça qui a été disparu. Et qu'a fait le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, et ce qu'a fait également son fils, donc Bachar, c'est que ils ont maintenu pendant un certain temps l'unité d'un pays dans lequel il y avait des minorités importantes. Je disais à l'instant qu'il y avait une grande minorité chrétienne. Et d'ailleurs, les chrétiens, jusqu'à une date tout à fait récente, et probablement qu'il y en a encore, ont toujours été des soutiens de ce régime. Pas parce qu'ils soutenaient la dictature, mais qu'ils disaient, si cette dictature s'effondre, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous allons être en danger. Alors vous voyez bien qu'on est dans une situation qui est épouvantable. Parce que aujourd'hui, la situation en Syrie n'est plus du tout sous contrôle, et qu'on est en train de se diriger, en tout cas faut-il l'espérer, vers une coalition avec des évolutions. Alors, bon, là aussi, ceux qui réfléchissent depuis 5 minutes disent oui, mais alors ça fait évoluer notre position, ça veut dire qu'on se dédie, que Hollande n'a pas pensé, etc. Eux pensent beaucoup, mais c'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est d'essayer de comprendre quels sont les moyens concrets, matériels, qui permettent de lutter contre cette situation. Alors pour en revenir aux échanges en Méditerranée, puisque initialement, comme on s'est vu, c'était le problème des migrations en Méditerranée qui était au centre de nos préoccupations. Pour en revenir à cela, et du coup à ce qui se passe entre cette région-là, le nord de l'Afrique et l'Union européenne, je voudrais vous dire quelques mots. Je regarde. Juste quelques éléments. Et c'est important parce que ça permet de réfléchir au sujet par soi-même. Il y a deux sources principales. Je veux pas dire qu'elles sont pures, chacune n'étant que celle-là, de migration dans le monde, et en particulier dans la région, puisque c'est la région qui est la plus dans l'effervescence en ce moment. La première, traditionnelle, c'est ce qui provoque des migrations, c'est la pauvreté. L'Europe a été un des premiers exemples. Je suis sûr parce que moi-même, j'en étais pas conscient jusqu'au moment où je suis allé vérifier ça. J'avais étudié ça au lycée, puis en fac, etc., mais je ne me rappelle plus les chiffres. Entre 1820 et 1920, l'Europe exporte 55 millions des siens. C'est pas rien, 55 millions. Hein? À l'époque, en plus ça, les pays étaient beaucoup moins peuplés qu'aujourd'hui. Or, qui part de l'Europe? Des Italiens très pauvres, des Polonais très pauvres, des Allemands très pauvres, des Irlandais, après la crise de la pomme de terre, qui sont en général, pour certains, pas en général, certains sont mal vus. Pourquoi ils sont mal vus, les Polonais ou les Irlandais? Ils sont catholiques, dans un pays qui est protestant. Les Irlandais sont des clodos, on n'en veut pas. Alors je ne parle pas des Juifs, qui eux partent parce qu'il y a des pogroms. Donc quand on regarde ces 55 millions, l'histoire de l'Europe, c'est une histoire des flux migratoires. Et il n'y a pas
d'exemples autres que l'Europe. Oui, il y a d'autres exemples, mais je veux dire, l'Europe est un exemple très intéressant. Un seul pays échappe à ça. C'est la France. Pourquoi? La France échappe à ça parce que, alors que la totalité des États de l'Europe occidentale ont connu une croissance démographique considérable, la France, à partir du XVIIe siècle, connaît une baisse de sa démographie. Et donc, alors que les autres ne savent pas quoi faire de leurs rejetons, et des bras qui sont là, mais qui sont inemployés, et qu'on ne peut pas nourrir, la France va devenir un pays, non pas d'émigration, mais d'immigration. Donc la France a l'habitude, depuis le XIXe siècle, avant c'était des migrations internes. Hein, rappelez-vous, dans les comédies de Molière, comment s'appelle le valet? Il s'appelle Picard, parce qu'il arrive de Picardie, et c'est déjà de l'immigration. Et vous l'avez suffisamment vécu dans cette région-là, moi je suis un peu plus au sud, pour savoir qu'on est un étranger à 20 km. Hein. Et donc, il y a un excellent ouvrage d'un historien américain d'origine allemande, cet historien s'appelle Eugène Weber, je vous invite à le lire, ça s'appelle La fin des terroirs. C'est sur l'histoire de la France entre 1914 et entre 1870 et 1914. C'est un tableau de la France qui, pour les gens qui croient à une France éternelle, où tout le monde parle français, etc., ça leur remet les pieds sur terre tout de suite, et ça permet d'avoir les clés de la compréhension de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas, etc. Après, on trouve que c'est bien, ou on trouve que c'est pas bien, mais au moins, on ne répercute pas des choses qui n'existent pas et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il n'y a que la France qui fait ça. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les gens qui sont dans toute cette Afrique essaient par tous les moyens d'aller dans un endroit où c'est pas pour profiter de nos hôpitaux, ils essaient de trouver du travail et une certaine dignité et un certain avenir pour leurs enfants. Pour ma part, si j'avais le courage de monter sur un esquif qui risque de couler à la hauteur de Tunis ou un truc comme ça, que j'avais le courage de le faire, et que j'étais dans cette situation, je le ferais. Et je pense que rien ne m'arrêterait. Donc, comme l'Afrique ne va pas devenir riche du jour au lendemain, ce mouvement-là, il va continuer. Donc que ça fasse plaisir ou pas, il faut le traiter. Et donc, on ne va pas le traiter. Alors, je suis allé, je me suis amusé. Je suis allé au mois de novembre, j'ai remonté le Danube au moment où il y avait tous les immigrants qui passaient par la Hongrie. Donc je suis allé en Hongrie, je suis allé en Croatie, je suis allé en Slovénie, etc. Vous pouvez monter tous les fils de fer barbelés que vous voulez, etc. Ça ne tient pas. Donc réellement, c'est quelque chose qui va continuer. Ça va continuer d'autant plus vrai que ça fait des années que, en réalité, il fallait déclencher quelque chose qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire aider le développement d'un certain nombre de pays par des choses pharaoniques, mais par des microcrédits, par des aides, par des pépinières d'entreprises, etc., pour que les gens ayant du travail sur place, ayant des ressources sur place, n'aient pas la volonté de partir. Ça, on ne l'a pas fait ou on l'a mal fait. Alors, on l'a fait en général de manière bilatérale, avec des voyous. Il faut que ce soit là, effectivement, un projet européen, cohérent, etc. C'est de faire, par exemple, quelqu'un comme Jean-Louis Borloo, en ce moment, à propos de l'électricité. C'est quelque chose qui est absolument passionnant à suivre, parce que, pour une fois, c'est quelque chose qui correspond à une vraie nécessité, qui n'a pas il n'y a pas de recherche de bénéfices de la part de ceux qui le font, et c'est un véritable besoin. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, nous sommes en 2015, donc dans 25 ans, elle aura 2,5 milliards d'habitants. Et à la fin du siècle,
ce sont des estimations, hein. Et à la fin du siècle, il y aura à peu près 4 milliards. Donc, voilà. Soit on regarde les choses telles qu'elles sont, et on se dit, voilà, comment fixe-t-on les populations chez elles, soit les uns passeront sur le cadavre des autres, mais il n'y aura rien à faire. Et il n'est pas plus indigne de prendre les risques qu'ils prennent parce qu'on est en train de mourir de faim et qu'on veut sauver ses enfants, que parce qu'on risque de mourir sous un bombardement. Parce qu'on entend beaucoup en ce moment dire « Ah oui, mais là il va falloir… » Ce que je conçois quand on est un politique, parce qu'on est face à des problèmes matériels. Mais moi, moralement, du point de vue de l'éthique, faire la différence entre quelqu'un qui meurt de faim et quelqu'un qui meurt sous un bombardement, c'est un être humain, et est-ce que on doit lui venir en aide? Enfin, c'est ma conception, moi, de l'humanité. Et donc, voilà pour ce type de migration humaine. Le deuxième type de migration, ce sont, en effet, les milliers de personnes qui fuient ce que nous avons subi les jours derniers. Et ils fuient dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Lorsqu'on va, ce qui était mon cas, en Turquie, on revient absolument bouleversé. Lorsqu'on voit le passage de certains endroits, par exemple en Croatie, j'ai passé 2 ans de ma vie sous les bombes à Beyrouth, je n'avais jamais vu des scènes pareilles. C'est-à-dire qu'il faut être totalement inhumain pour pas dire ça ne se règle pas par des dictats et par des barbelés, ça se règle par un traitement qui est d'abord, ou alors on n'est pas l'Europe, par un traitement humain. Donc, au milieu de tout ça, quelle est, et je conclurai là-dessus, et je vous laisserai répondre vous-même à un certain nombre de questions. Au milieu de tout ça, il y a en effet la relation entre ce qui est en train de se passer en ce moment au Moyen-Orient et ce que nous avons subi en France aujourd'hui, ou hier, et que nous allons resubir. La relation, elle est relativement simple, même si elle a été dite à plusieurs reprises, mais c'est pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas vraie. C'est vrai que la France est le seul État qui s'est engagé militairement parmi les Européens contre ces gens-là en Afrique subsaharienne. Donc elle est l'ennemi. Et alors ce n'est pas parce qu'elle a commencé à bombarder, hein, je veux dire, il ne faut pas imaginer que les attentats tels qu'ils ont eu lieu ces derniers jours ont été préparés depuis les bombardements récents. Hein. Ça demande à la fois des mois de préparation, etc. Et en plus de ça, on connaissait les personnages, la quasi-totalité des personnages sont connus des différents services depuis des années. Donc c'est pas quelque chose qui a été créé ex nihilo. Tout simplement aussi, c'est que la France, plus que tout autre État, et sans doute faut-il y voir notre spécificité, et s'en honorer, a un mode de vie, un mode de fonctionnement qui est absolument l'antithèse de l'État islamique qui crucifie les gens qui ne pensent pas comme lui. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous remercie. Cours de géopolitique. Merci Pierre Vallot. J'ai juste relevé 2 choses qui pour moi, vous avez dit l'erreur qu'ont pu faire les Américains sur l'Irak, peut-être l'erreur qu'ont fait les Français sur la Libye, avec toute l'influence que ça a pu avoir, bien sûr, sur ces migrations. Une question qu'on peut se poser, c'est tous ces gens qui fuient, quand on sait par exemple qu'ils ont dit qu'ils payaient des sommes astronomiques pour pouvoir partir et fuir, d'où tirent-ils cet argent? Alors, ceux qui fuient et qui disposent d'argent,
ce ne sont pas ceux qui sont au Liban, en Turquie, enfin, ils viennent de là, bien sûr, mais, ou en Jordanie. Ce sont les gens de la famille qui se cotisent pour faire partir un certain nombre d'entre eux. C'est pas aucun d'entre eux, à part quelques... je ne sais plus, j'avais vu un reportage à la télévision, il y avait un type qui était pharmacien à Damas initialement, il devait avoir... Il y a des gens fortunés dans tous ces pays-là. Donc, ce sont des gens, et en effet, lorsqu'on regarde la sociologie des gens qui se déplacent, en général, par exemple, ceux qui sont bloqués à Calais, qui n'est pas un problème français, mais qui est un problème britannique, en réalité. Beaucoup sont professeurs, ingénieurs, médecins, avocats, etc. Donc, ils ont l'air totalement faméliques et ils le sont. Il suffit de prendre toute notre salle là, hein, et nous enfermer pendant 5 jours ici sans nous faire bouffer, d'aller voir dans quel état on va être. On va nous faire sortir et les gens ne nous regarderont pas comme des êtres humains. Les Allemands avaient compris ça avec les camps de concentration. Je suis persuadé que oui, alors pardon, comme je vous avais vu, c'était à bâton rompu ce que je racontais. Il y a une erreur qui est absolument fondamentale quand même, et qu'il ne faut pas répéter. Qu'ont fait les Américains, les Anglais n'ont jamais fait cette erreur parce que quand ils occupaient quelque part, c'était pas vraiment leur problème de savoir si les populations pouvaient tirer de leur présence une quelconque élévation. Les Américains ont cru qu'on pouvait exporter la démocratie. Ils ont dit, on enlève le dictateur, et puis là, on va faire une démocratie américaine. Non, la démocratie, c'est une construction longue, difficile, et toujours à refaire. Vous savez, la démocratie française, si on regarde la sociologie électorale aujourd'hui, il faut qu'on y fasse attention. Hein, c'est pas un bien définitif. Merci. Donc, je suis persuadé qu'il y a des questions dans la salle. Ah oui. Oui, je pense qu'à toutes les misères actuelles, il ne faut pas oublier que dans les années sûrement très proches, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a la désertification de l'Afrique et le manque d'eau potable. La Jordanie a utilisé sa dernière nappe phréatique. Quand vous avez des millions de rapatriés, d'immigrants qui sont chez eux, dans les années très proches, ce sont deux choses qui vont faire sûrement, enfin, alors, que les gens vont venir encore plus non, je n'ai pas parlé évidemment de ce qu'on appelle les migrants environnementaux, c'est-à-dire tous ceux qui vont être obligés de quitter les endroits où ils vivent, tout simplement, parce que ça deviendra invivable. Alors il y a déjà des endroits qui... il se trouve que j'ai traversé la Syrie, l'Irak par les endroits désertiques, je peux vous dire que c'est déjà très très inhospitalier. Donc si ça s'étend, ce sera évidemment pire. Je voulais savoir pourquoi il y avait surtout que des hommes qui sont des immigrés. Il y a très peu de femmes et très peu d'enfants. Est-ce que ce n'est pas un favoritisme de la part de leur famille? Alors, attention, il ne faut pas idéaliser les sociétés dont sont issus. Non, c'est pour abonder dans votre sens. Il ne faut pas idéaliser les sociétés tout à coup. C'est pas parce qu'on est réfugié qu'on devient un modèle politique, etc. On a cru au moment de la décolonisation que les pays décolonisés ne reproduiraient pas, parfois en pire, ce qu'ils avaient connu. Aujourd'hui, nous avons une expérience avec suffisamment de recul pour savoir que on n'est pas, comment dirais-je, dans l'incapacité de refaire les mêmes choses que l'on a subies. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais donc ce sont des sociétés dans lesquelles les hommes sont absolument dominants. Ça c'est une réalité. Ensuite, ce sont des sociétés dans lesquelles, en effet, traditionnellement, quand on exporte des hommes, enfin ou des humains en l'occurrence, c'est plutôt les hommes qui partent travailler. C'est l'histoire, ils partent travailler et ensuite on fait venir... Oui, mais c'est historiquement et statistiquement, c'est ce qui s'est passé. Et qu'en effet, on a plus de gens qui
s'embarque dans les conditions que l'on peut voir, seul, qu'avec une femme ou un enfant. Et on est dans des sociétés qui, en plus de ça, comme vous l'avez souligné, à juste titre, favorisent aussi les hommes. Donc les hommes sont plus indépendants, les hommes ont plus l'habitude d'émigrer pour aller travailler à l'extérieur. C'est très dangereux, et donc beaucoup d'hommes partent seuls en se disant je vais essayer de passer, et ensuite je ferai venir ma famille. Voilà. J'avais une question au sujet du rôle de la Turquie d'Erdogan, vous n'en avez pas du tout parlé. Oui, pardon. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots dans la situation actuelle? Oui, alors le rôle de la Turquie est extrêmement intéressant, puisque depuis que Erdogan et son parti sont au pouvoir, la Turquie de Kemal Atatürk en a pris un bon coup. Et donc ce sont des gens dont on dit qu'ils sont islamistes modérés. Je ne sais pas ce que c'est que l'islam modéré, c'est comme si on disait nazi modéré, différence entre Göring et Goebbels, quoi. Oui, parce que c'est ça. C'est pas. Alors, il y a à la fois la volonté de préserver le territoire national de la part des Turcs. C'est une constante. Deuxièmement, l'ennemi principal pour les Turcs, ce sont les Kurdes. Et à partir du moment où les Kurdes sont les ennemis principaux sur place de Daesh, il est évident que les Turcs vont en profiter pour essayer de mettre à genoux leur ennemi principal. Des journalistes se posaient la question, au moment où Kobané était attaqué, se posaient la question de savoir pour quelles raisons les Turcs ne laissaient pas passer les Kurdes. Mais parce que simplement, les Kurdes sont leur ennemi principal. Et qu'ils se battent depuis des années contre le PKK, donc le parti le plus à gauche, disons, si ça a un sens dans ce contexte-là, chez les Kurdes. En réalité, les gens qui se battaient à Kobané, c'était une organisation sœur du PKK. Donc, les Turcs regardaient les gens se faire casser la gueule en disant c'est autant d'ennemis potentiels qu'on n'aura pas en face de nous. C'est tout. Est-il vrai qu'après 1989, les Américains et l'OTAN avaient promis aux Russes de ne pas incorporer les anciens pays de l'Est à l'OTAN, ce qui expliquerait la réaction des Russes coquifiés et la réaction de Poutine? Oui, tout à fait. Alors, indépendamment de ça, parce que coquifié, c'est le terme qui fait que le cocu est toujours honteux. Mais là, c'est par ces termes que ça se pose. Un État ne peut pas tolérer, on se met d'accord sur un certain nombre de choses, un État ne peut pas tolérer que ces intérêts fondamentaux soient remis en question. Voilà. Donc c'est pas parce que on les aurait trahis sur l'honneur, ça n'existe pas. La réelle politique, la raison d'État, ce sont des choses qui font qu'on fait ce qui est important pour soi. Tout simplement, c'est qu'ils ne pouvaient pas, leur escadre de la mer Noire ne pouvait pas être chassée de la Crimée. Et l'Ukraine ne pouvait pas être une nouvelle base pour l'OTAN. Boko Haram, un pion avancé de Daesh au milieu du continent africain? Oui, alors, bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Oui, tout le monde. Oui, bien sûr. Alors, pas de manière structurelle, parce qu'on a toujours tendance, c'était déjà le cas avec Al-Qaïda. Vous savez, les gens qui se réclamaient d'Al-Qaïda, on disait, c'est incroyable. Non, c'est une franchise. Hein, c'est-à-dire, à partir d'un certain moment, vous êtes dans un coin et vous dites, finalement, ces gens-là font des choses bien, on va faire comme eux et on va se réclamer d'eux. Et c'était la plupart du temps le cas. Alors, visiblement, Daesh est un peu plus structuré, puisque, je ne sais plus, l'organisation qui a été virée de Daesh à un moment donné, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait en accord politiquement, mais en ce moment, il ne faut pas beaucoup de détails. Hein. Donc c'est plutôt une franchise, mais en réalité, effectivement, ils mènent le même combat. Oui, parce qu'il faut qu'ils vivent quand même. L'argent, il faut bien qu'il vienne quelque part, parce que quand il y a un problème, quelque part de toute l'histoire, cherchez l'argent, vous trouverez une partie de la solution. Non, mais là, par exemple, toutes ces zones grises dont je parlais tout à l'heure, quand je montrais la carte
pour l'Afrique subsaharienne, le Niger, etc. Et le Nigeria est un pays dans lequel on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Hein. C'est un des États les plus criminogènes du monde. Donc il est évident que l'argent, on se le procure en faisant les trafics habituels. Est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas un rôle important à jouer? Alors, elle n'a pas un rôle important à jouer, elle le joue déjà. Alors, c'est aussi... Oui, oui. Alors, ben, écoutez, dans le rapport entre sunnites, chiites, et donc Arabie Saoudite, Iran, l'Arabie Saoudite fait tout pour contrecarrer les intérêts d'Iran. Donc, elle va être contre Bachar al-Assad, elle va être contre le Hezbollah, et elle va être pour Daesh à un moment donné, mais plus ou moins en sous-main. Parce qu'on ne peut pas être théoriquement l'allié des Américains, je dis bien théoriquement, l'allié des Américains, et en même temps faire ce genre de choses. Mais en réalité, l'État d'Arabie Saoudite, dont on n'a pas pu déterminer s'il aidait véritablement, n'a pas besoin d'aider directement, un certain nombre de ses représentants les plus éminents ont des fortunes assez importantes pour pouvoir contribuer sur leur cassette personnelle à ce glorieux combat. Oui. Dernière question. Voilà, alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'islam, mais quelle est la différence entre les sunnites et les chiites? Ah oui, alors en deux mots, les sunnites sont ce qu'on appellerait pour nous, enfin pour nous, la plupart d'entre nous j'imagine, pour les chrétiens en tout cas, les orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui sont les représentants de la tradition initiale, et les chiites se réclament du prophète Hussein, et ils sont sur une position doctrinale sur laquelle je ne peux pas m'étendre là, qui est différente, et ils sont considérés par les sunnites comme des mécréants, comme des apostats. Et donc c'est la guerre entre eux depuis que le chiisme existe. Et les après ça termine. Bon, merci beaucoup, M. Mallet. Merci beaucoup. C'est un régal de vous écouter, sans notes, sans rien, deux cartes. Merci de cette conférence. Vous avez vu qu'une centaine de personnes sont venues pour vous écouter ce soir. J'ai donc les résultats du vote de ce soir à vous. Je sais que vous n'attendez que ça, bien sûr. Bon, alors, je sais qu'on est une centaine, mais il n'y a eu que 57 bulletins qui ont pu être pris en compte puisque les autres sont arrivés après. Sur 57 bulletins, il y en a eu 55